Bienvenue à toutes et à tous dans cette rubrique qui servira de référence sur notre chaîne YouTube. Nous allons essayer ici de faire un tour d'horizon de tout ce que vous devez savoir et pouvez faire en observation visuelle et en imagerie planétaire. Depuis la simple observation à l'œil nu et en passant par l'intermédiaire de divers instruments, jusqu'à la réalisation de ses propres images, nous vous emmenons à la découverte des principales caractéristiques des planètes du système solaire et allons vous donner tous nos conseils pour réaliser au mieux vos observations. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas ici pour débattre de la théorie, mais pour parler astro-pratique. Et qui de mieux pour en parler avec moi que Mathieu, qui s'est trouvé depuis déjà quelque temps une prédilection à ce domaine particulier de l'astronomie amateur. C'est Saturne qui constituera notre objectif dans le cadre de cette émission spéciale. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et commençons peut-être par évoquer les périodes de visibilité de la planète. C'est vrai que les événements d'opposition sont toujours les meilleurs moments pour observer certaines planètes, comme Saturne par exemple. Exactement, et ces oppositions se reproduisent tous les 378 jours. Alors cette période, eh bien, on appelle cela la période dite synodique. Donc 378 jours, eh bien, ça correspond à 1 an et 13 jours. Donc si vous voulez, chaque année, eh bien, l'opposition de Saturne se reproduit avec 13 jours de retard par rapport à l'année précédente. Alors l'opposition, c'est toujours effectivement, comme tu le disais, un moment intéressant. Bon, sa distance est variable par rapport à la Terre, donc entre 1,5 milliard et 1,350 milliard de kilomètres. C'est beaucoup, évidemment, mais comme la distance est déjà abyssale par rapport à la Terre, eh bien en fait l'impact sur les observations reste modéré. Sa taille apparente maximale évolue donc entre 18 et 20 secondes d'arc pour une magnitude qui va osciller entre moins 0,5 et plus 0,5. Alors en période de conjonction, soit dit en passant, eh bien, en période de conjonction supérieure avec le Soleil, cette taille apparente peut diminuer jusqu'à 15 secondes d'arc et la magnitude tomber un petit peu en dessous de plus 1. Mais en fait, ce qui contribue le plus aux variations de magnitude n'est pas tant la taille apparente que l'inclinaison des anneaux vus depuis la Terre au fil des oppositions, ce qui amène la surface éclairée à être multipliée. Alors allons-y par étapes, mais d'abord l'observation visuelle. Que voit-on avec des jumelles? Bah, on passe un premier cap avec l'utilisation d'une paire de jumelles basique, c'est certain. Le minuscule confetti qui représente Saturne s'ovalise, suggérant donc une structure atypique, mais sans autoriser encore une résolution complète des anneaux de la planète. On a donc compris où est leur limite. Donc que me faut-il maintenant pour en voir plus? Il n'y a pas le choix, il faut passer sur plus gros, donc, par exemple une petite lunette astronomique ou une longue vue qui va permettre d'offrir un grossissement qui est plus élevé qu'une paire de jumelles. Donc avec une petite ouverture, par exemple, bon, vous aurez alors le loisir de commencer à suivre, par exemple, le lent basculement des anneaux au fil des années et donc de la révolution de Saturne sur son orbite. Ce phénomène est rendu cyclique par l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète qui, je le rappelle, est de 26 degrés. C'est ainsi que tous les 15 ans, eh bien, nous pouvons les voir très ouverts, tantôt vus de dessus, tantôt vus de dessous, ou bien de profil, auquel cas ils semblent même complètement disparaître, tellement les anneaux sont fins dans leur épaisseur. Très bien pour les ados. Alors je sais que c'est ce qui fait toute la beauté de Saturne, mais je suppose qu'il n'y a pas que ça à voir. Non, et puis dans l'environnement immédiat de Saturne, eh bien peut-être apercevrez-vous d'ailleurs au moins une étoile qui semble d'ailleurs bouger au même rythme que la planète, l'accompagnant toujours de près, mais se positionnant en fait tantôt d'un côté,
tantôt de l'autre de Saturne au fil des nuits. Eh bien, en fait, il s'agit là de Titan, qui est la plus grosse de ces lunes. Alors, un œil exercé pourra peut-être distinguer sa couleur orangée, soit dit en passant. Quant à la planète elle-même, peu de détails visibles, si ce n'est que sa teinte globale est de couleur plutôt jaune ocre. Bon, c'est un principe de base et je le rappelle en observation visuelle, plus l'ouverture optique sera grande, plus vous aurez accès à du détail. Donc à partir de 80 mm, l'anneau de Saturne devient les anneaux de Saturne. Il devient en fait possible de voir un fossé sombre qui sépare le système en deux. Alors ce fossé, on l'appelle la division de Cassini. On la voit nettement, surtout dans les anses des anneaux. Alors une seconde lune devient visible, c'est Rhea, la deuxième grande lune de Saturne. Donc déjà beaucoup de choses accessibles avec un petit instrument, mais je voudrais voir encore plus gros. Alors quoi d'intéressant dans un télescope de taille moyenne? Alors, avec une ouverture de 100 mm, par exemple, bon, c'est autour de la surface planétaire de se dévoiler. Alors, on constate que la bande équatoriale est relativement claire, alors que les pôles sont plus sombres que le reste de la planète. Et là, on parlait de Titan et de Rhea tout à l'heure, eh bien, deux autres lunes sont visibles, deviennent observables. Il s'agit de Thétis et Dionée. Alors potentiellement, Japet aussi par moment, hein, en fonction de son éloignement à la planète et de sa face présentée, parce que l'une est très sombre alors que l'autre est très claire. Et puis 100 mm, c'est également une ouverture qui permet de commencer à voir l'ombre portée de la planète sur les anneaux en dehors de la période d'opposition. Alors il semble alors manquer un petit bout d'anneau sur le bord de la planète. L'ombre change de côté selon que l'on se trouve avant ou après l'opposition. Bon, on a parlé de 100 mm, on va passer un nouveau cap avec une ouverture comprise entre 150 et 200 mm. Là, les choses sérieuses commencent. On remarque tout d'abord que l'anneau B est nettement plus lumineux que l'anneau A. Alors l'anneau B, je le rappelle, hein, il est intérieur à la division de Cassini, alors que l'anneau A, c'est celui qui se trouve à l'extérieur de la division de Cassini par rapport à Saturne, évidemment. Un troisième anneau, qui est l'anneau C, aussi appelé d'ailleurs anneau de crêpe, peut être aperçu, mais il reste faible et sombre. Donc celui-ci se trouve entre la planète et l'anneau B, séparé de l'anneau B par la non moins discrète division de Lyot. Alors par un ciel très pur, verrez-vous peut-être un fin liseré noir, tangent à l'anneau A ou à l'anneau C, en fonction de la déclinaison induite par les mouvements planétaires orbitaux. Il s'agira de l'ombre portée cette fois par les anneaux eux-mêmes sur la planète. Côté Lune, on commence à apercevoir on peut commencer à apercevoir quelques transits. Et notamment, les transits de Lune et leur ombre portée deviennent accessibles, notamment avec un 200 mm. C'est l'ombre de Titan qui sera observable. Bon, il faudra du plus gros pour les autres lunes ou même pour être un petit peu plus confort avec Titan. Une ouverture moyenne peut aussi commencer à montrer de discrètes mais impressionnantes structures atmosphériques sur Saturne. C'est notamment le cas tous les 30 ans, lorsque se déclenche une fois donc par année saturnienne une tempête majeure, appelée Grande Tache Blanche, à cause de sa brillance. Tantôt ce phénomène se produit et reste confiné à l'équateur, comme ce fut le cas par exemple en 1990, et puis d'autres fois, comme la dernière en date, en 2010, va créer une perturbation dans les moyennes latitudes nord
qui va s'étendre rapidement pour faire le tour du globe, et ce pendant des mois. Bon, d'autres tâches plus petites, mais plus régulières, peuvent être observées à différentes latitudes. Il s'agit le plus souvent de vagues nuances d'albédo plutôt que de formes contrastées et bien définies, comme c'est le cas par exemple sur Jupiter. Lorsque le pôle Nord est incliné au maximum en direction de la Terre, eh bien, il peut même se révéler possible de voir la forme hexagonale du vortex polaire Nord. Alors, des observateurs ayant une excellente optique ont rapporté avoir observé cette région avec des ouvertures allant de seulement 100 à 200 mm. Les possibilités me semblent déjà infinies, mais je suis un internel insatisfait quand il s'agit de Saturne. Mathieu, et si on voyait encore plus gros? Pourquoi pas? Alors, si le gain du diamètre instrumental n'est plus si évident sur la planète elle-même, bon, il n'en reste pas moins indispensable pour compléter son observation du système d'anneaux et des satellites. Et c'est ainsi qu'à partir de 250 mm se dévoile la division de Encke, mince arc noir situé près du bord extérieur de la noix. Il est si étroit qu'en théorie, il ne devrait pas être résolu par un instrument amateur. C'est donc uniquement l'effet de contraste qui nous permet de le déceler. Alors cette ouverture autorise encore de détailler la lune Titan, non plus comme un point de nature stellaire, mais comme un disque orangé dont les bords semblent dégradés. Alors aucun contraste ne pourra être relevé à sa surface, bien entendu. Titan est nettement plus sombre et possède une taille apparente plus petite que les satellites, que les 4 satellites galiléens de Jupiter. Alors, au-delà de 300 mm d'ouverture, peut-être réussirez-vous à apercevoir Mimas, qui est très proche de Saturne, ou encore même Hyperion et Phobé, à plus grande distance, avec encore plus gros, évidemment. Alors, bon, globalement, l'observation visuelle de Saturne ne gagne rien dans l'utilisation de filtres colorés, c'est à noter, mais on peut également noter que la visibilité de certains détails et phénomènes se rattachant à Saturne eh bien, dépend beaucoup de l'inclinaison apparente de la planète par rapport à nous. Donc les grandes structures à l'intérieur des anneaux sont plus aisément visibles lorsque ceux-ci se trouvent très ouverts. Et à contrario, eh bien, les transits de Lune devant la planète vont se faire majoritairement lorsque les anneaux se referment. Arrive maintenant le moment où le visuel ne me suffit plus et je souhaite prendre mes propres photos de Saturne. Alors j'ai un télescope, une caméra planétaire, le but étant d'avoir un maximum de détails sur Saturne. Comment dois-je m'y prendre? Oui, alors le secret d'une imagerie utile, c'est l'animation. Et c'est particulièrement vrai dans le cas de Saturne. Parce qu'en fait, une majorité de petits détails qui sont visibles sur Saturne ne peuvent être différenciés d'artefacts au traitement que par le cumul des acquisitions et leur animation pour faire apparaître la variation de Saturne dans le temps. Ceci est valable pour l'ESPO se trouvant souvent minuscule de son atmosphère, mais aussi pour les fameux SPOC, ces nuances d'albédo transitoires, visibles à la surface même des anneaux, et qui sont autant de zones où de la matière se trouve portée en lévitation au-dessus de la surface des anneaux. Bon, l'origine du phénomène restant inconnue. Mais ces spots sont saisonniers et n'apparaissent que lorsque Saturne est proche de l'équinoxe. Alors c'est un peu problématique parce que malheureusement, jamais lorsque les anneaux sont les plus ouverts. Relativement difficiles à imager, ils nécessiteront à minima une ouverture optique de 250-300 mm.
L'animation permettra en plus de mieux apprécier les transits de satellites et leur ombre portée devant la planète. Et c'est encore elle qui pourrait être le juge de paix dans la détection de la difficile division de Encke face aux artefacts souvent trompeurs générés par les traitements informatiques appliqués aux images brutes. Un dernier phénomène qui peut être sublimé par l'animation est appelé l'effet Siliger ou effet d'opposition. Donc c'est ce dernier mot-clé, d'ailleurs tapé sur Wikipédia, qui vous renseignera. En effectuant une animation sur une période plus large, cette fois-ci, vous apercevrez qu'au moment pile de l'opposition, les anneaux connaissent une forte augmentation de luminosité. Voilà le fameux effet Siliger ou effet d'opposition. Pour s'assombrir, de nouveau, passer l'opposition. Alors ceci est attribué à un angle d'éclairage nul qui tend à faire disparaître toute irrégularité de surface et augmente l'albédo global. Alors c'est ce même effet qui explique pourquoi notre pleine lune, par exemple, est 12 fois plus lumineuse que lorsqu'elle se trouve en quartier, alors que la différence ne devrait être mathématiquement que d'un facteur 2. Bon, c'est une observation facile à réaliser, même dans des instruments modestes, même si, bon, même si visuellement possible, l'imagerie apportera un référentiel temporel pour une mesure plus précise que ne serait capable de faire l'œil. Toujours accessible aux instruments modestes, mais sous condition d'avoir une bonne calibration des couleurs dès la capture, il peut être étonnant de noter les changements de teinte atmosphérique qu'adopte Saturne au fil des saisons. Ce phénomène peut aussi être à la portée d'ailleurs de l'observation visuelle. Bon, avec tout ça, je commence à gagner en expérience. Dans quoi puis-je investir pour aller encore plus loin? Mais si Saturne peut vous paraître fade et avare en détail dans l'imagerie visible, essayez les longueurs d'onde invisibles, tout simplement. L'infrarouge, par exemple, apportera un petit boost de contraste dans les bandes nuageuses qui vous paraîtront finalement aussi évidentes que celles de Jupiter. Ce manque de visibilité en luminance est dû au fait que Saturne possède une épaisse couche d'hydrocarbures condensés à une altitude plus élevée que la couche nuageuse principale. Et cette même couche de brouillard, bon, elle existe sur Jupiter, mais elle est nettement moins épaisse, ce qui permet une meilleure visibilité des couches inférieures. Donc sur Saturne, évidemment, l'infrarouge est de mise pour se dégager de la pollution de la couche de brouillard supérieure. Et mécaniquement, plus vous vous enfoncerez dans l'infrarouge, plus le contraste sera marqué. Bon, il faudra toutefois trouver un compromis, parce que comme toujours avec l'infrarouge, par principe physique, la résolution s'effondre avec la longueur d'onde. Donc une limite idéale peut être 600, 700 nanomètres avec Saturne. L'infrarouge, notez-le bien, informe sur la réflectivité de la lumière solaire par les couches nuageuses exactement comme en lumière visible. Mais par contre, pas sur leur altitude relative à ces nuages. Et c'est là que prend tout l'intérêt d'un filtre CH4, autrement appelé filtre méthane. Le principe, c'est l'absorption de la lumière par le gaz méthane qui est présent dans l'atmosphère de Saturne. Plus les nuages se trouvent être profonds, plus la couche atmosphérique les surplombant verticalement sera épaisse et par conséquent contiendra beaucoup de méthane. Les nuages apparaîtront sombres. C'est la logique inverse pour les nuages plus élevés, bien sûr. Moins de méthane les surplombant, eh bien, ils apparaîtront plus clairs. Quant aux anneaux, composés de roches et de glace, eh bien, ne baignant pas dans l'atmosphère, ils ne seront pas sujets à l'absorption de la lumière par le méthane
et apparaîtront donc extrêmement brillants, contrastant fortement avec la planète qui est globalement sombre. Enfin reste l'ultraviolet. Alors, l'ultraviolet, c'est difficile sur Saturne. Le signal, en fait, il est très faible à l'acquisition, mais ce manque peut être compensé par des temps d'intégration unitaire plus longs. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que si en lumière visible et en infrarouge, on ne dépasse pas quelques minutes pour éviter un flou de bouger en longitude, généré évidemment par la rotation rapide de la planète, eh bien, on peut se permettre de faire des acquisitions de plusieurs dizaines de minutes en ultraviolet. Premièrement, pour réduire le bruit au maximum, et deuxièmement, parce que l'ultraviolet est diffusé par les couches supérieures de l'atmosphère. Donc, aucun contraste longitudinal ni aucun SPO ne peut être accroché. L'effet de rotation, donc, importe peu, vous l'aurez compris. L'intérêt de l'ultraviolet, c'est de booster les nuances de teinte locales, principalement en latitude, dans le cas de Saturne. Le phénomène le plus évident sera l'assombrissement de la ceinture équatoriale, par exemple. Merci donc à toi, Mathieu, d'avoir pris le temps de partager avec nous tous ces précieux conseils. Je note, soit dit en passant, que tu partages également tes travaux pratiques sur ta propre chaîne YouTube, L'Explorateur du ciel. Une large part de ton contenu présente également tes résultats en imagerie planétaire, et on y trouve même des tutos d'utilisation des logiciels. Merci enfin à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et partager si le contenu vous plaît bien sûr. Et retrouvez cette vidéo et d'autres contenus similaires sous la playlist Observation et Imagerie planétaire, ainsi que dans d'autres qui vous intéresseront plus spécifiquement. En attendant de nous retrouver très vite sur la chaîne, eh bien je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon ciel et une bonne mise en pratique de tous ces précieux conseils.